Et donc, je vous prie d'excuser Benoît Weber qui a été appelé à l'extérieur et qui sera de retour tout à l'heure. Je vais essayer de le remplacer en comodérant avec la doyenne Isabelle Lafont cette session politique. Et je suis très heureux que le directeur général de la PHP, M. Nicolas Revel, ait accepté de venir devant ces États généraux pour nous dire si la viabilité de notre système de santé est ou non en péril. Monsieur Revel. Bien. Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous rejoindre. J'espère que l'absence de pause ne va pas être trop pénible pour écouter un exposé sur un sujet qui est un peu angoissant, puisque la question qui m'est demandée de traiter, à laquelle il faut répondre, c'est la viabilité de notre système de santé est-elle en péril ? Et je commence mon propos par la conclusion. Je crains fort que oui. Je pense en effet que la viabilité de notre système de santé est en péril. Ça ne veut pas dire que le pire est forcément certain, mais clairement, quand vous regardez les fondamentaux, l'évolution, les risques qui sont devant nous, aussi bien dans le fonctionnement de notre système, son organisation, sa soutenabilité financière, il y a quand même beaucoup de clignotants qui sont au rouge. Pas tous, je dirais, mais beaucoup quand même. Alors pour évaluer la bonne forme d'un système de santé, essayer de camper aussi un peu le décor, il y a pas mal de critères que l'on peut prendre. Je vais en prendre deux pour commencer, qui peut-être, vous allez voir, vont peut-être nuancer cette introduction un peu angoissante. Le premier des critères pour voir si un système de santé se porte bien, c'est d'essayer de mesurer la qualité des soins qui sont dispensés. Alors, ce n'est pas très simple d'essayer d'évaluer est-ce qu'un système de santé soigne bien. Le mieux, c'est quand même de prendre la mesure la plus robuste, qui est l'espérance de vie. Alors, on prend l'espérance de vie à la naissance d'abord. Et je pense que vous connaissez ce chiffre. Elle est en moyenne femme-homme à plus de 82 ans. Elle situe la France dans le top 5 des pays de l'OCDE, ce qui est quand même tout à fait correct. Mais il y a une deuxième manière de calculer l'espérance de vie, qui est l'espérance de vie qui nous reste arrivée à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire à l'âge auquel on commence à entrer dans les pathologies chroniques et où le système de santé, quelque part, se met en mouvement dans sa fonction thérapeutique et clinique. Et là, autre bonne nouvelle, vous voyez, je nuance, je n'arrive pas directement dans les éléments négatifs, et c'est d'ailleurs une stat qui est assez peu connue en France et qui pourtant fait honneur au système de santé français. Quand vous prenez l'espérance de vie à 65 ans des femmes, nous sommes à plus 23,9 années supplémentaires. Et là, j'ai pris un chiffre, pour être honnête, qui est juste avant le Covid, mais je ne crois pas que ce chiffre ait beaucoup bougé parce que le Covid a un peu faussé ensuite les statistiques compte tenu de la mortalité des personnes très âgées. Et là, nous sommes deuxième pays au monde après le Japon. Et les hommes, c'est un peu moins évidemment, c'est quasiment 20 années, 19,8. Là, nous sommes troisième pays au monde, derrière l'Australie et la Suisse. Ce qui signifie qu'en France, on a une médecine qui soigne bien, qui maintient en vie, et on verra de quelle manière les personnes qui sont malades. On fait de la bonne médecine, et je pense que ça reste tout à fait vrai. Le deuxième critère, pour essayer de caractériser la bonne santé du système, c'est est-ce que nous sommes sur un niveau de financement des soins qui permet de l'accessibilité aux soins. Alors là aussi, quelques métriques. Le système, la France consacre 12% de sa richesse nationale, du PIB, à la santé. Ce qui nous situe, alors, bien sûr, devant, il y a les États-Unis, mais dans une sorte de, je dirais presque de gabegie financière, mais en dessous des États-Unis, il y a l'Allemagne et la France qui sont à 12%. Donc devant bien d'autres pays, tout ça rapporté à la richesse nationale. Il y a une autre manière de calculer, c'est rapporté au nombre d'habitants. C'est la dépense de santé par habitant, qui est aussi intéressante. Et là, nous sommes, alors ce sont pardonnez-moi, c'est en dollars, parce que c'est calculé en dollars pour pouvoir comparer les pays entre eux. On est à 6 600 $ par habitant. L'Allemagne est un peu au-dessus de nous, mais nous sommes
juste derrière, avec un groupe de pays tout à fait honorables comme le Canada, les pays scandinaves, la Norvège, le Danemark, qui ont des bons systèmes de santé, mais la Belgique aussi. Et quand on regarde le taux de prise en charge par la sécurité sociale, l'assurance maladie obligatoire, on est de manière assez constante à 80%. Et un reste à charge post-AMO, sécurité sociale et complémentaire, qui se situe probablement à un des niveaux les plus faibles des pays de l'OCDE, entre 7 et 8%. Avec, par ailleurs, vous le savez, un système de prise en charge à 100% des affections de longue durée, même si tout n'est pas dans le panier de soins des ALD qui est assez large. Donc, conclusion sur la qualité des prises en charge, l'accessibilité financière aux soins. On n'est clairement pas dans un modèle qui fonctionne mal ou dysfonctionne. On pourrait donc se dire que tout va bien. Pourtant, il me semble que nous avons un certain nombre d'éléments de fragilité que je souhaite maintenant évoquer pour rentrer dans ce qui caractérise à mes yeux les inquiétudes que je pointais dans mon propos liminaire. Premier facteur de fragilité, c'est la soutenabilité de notre système en termes de ressources humaines médicales et soignantes, qui me paraît être aujourd'hui menacée. Notre système de santé a subi ces 5 dernières années une crise des vocations d'une ampleur assez inédite, mais en réalité, au-delà de ces énormes trous d'air dont nous essayons de sortir progressivement, on voit bien que cette fragilisation, elle était antérieure au Covid. Et en fait, elle n'est pas tant sur les vocations pour entrer dans le système de santé, pour devenir médecin, pour devenir infirmière. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui veulent choisir ces métiers-là. Le sujet, c'est rester dans ces métiers. Et là, malheureusement, on le voit, et c'est documenté, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on voit bien à quel point il devient difficile de maintenir des professionnels de santé dans cet exercice professionnel. Et encore plus sur des métiers, dans des spécialités médicales, dans des modes d'exercice ou dans des territoires où les besoins sont les plus forts et où les conditions d'exercice peuvent être plus exigeantes. Là, cela se traduit, on le voit tous, par de vrais sujets d'accès aux soins, partout sur le territoire, et pas seulement d'ailleurs dans les déserts médicaux, mais y compris dans nos grandes villes, y compris en Île-de-France. Et ça n'est pas qu'un sujet de médecins généralistes. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet de l'accessibilité aux soins, il est probablement plus aigu dans les soins spécialisés qu'en médecine générale, contrairement à ce qu'est, je dirais, la représentation de « on cherche un médecin généraliste dans un chef-lieu de canton ». Ça existe, c'est une difficulté, mais la véritable difficulté d'accès aux soins, c'est dans les soins spécialisés. Le deuxième facteur de fragilité, c'est la soutenabilité économique et financière. Alors, j'ai parlé des 12% du PIB, certes, mais quand vous regardez l'équilibre de la branche maladie, il n'a jamais été aussi dégradé, puisque nous sommes à près de 16 milliards d'euros. Ça s'explique, puisqu'il y a eu des très fortes revalorisations salariales dans le cadre du Ségur qui n'ont pas été accompagnées de recettes correspondantes. Et donc, nous avons un déséquilibre qui, en tout cas, de par cet effet, est extrêmement préoccupant. Mais au-delà de ce déficit qui peut trouver un règlement par un réabondement qui, à ce jour, n'est pas décidé, ce qui est important de comprendre, c'est que la période post-Covid, nous avions des ONDAM à 4 ou 5%, ou 5 ou 6%. Cette période-là est terminée, je crois. Je crois que nous sommes en train de revenir sur un point d'équilibre qui va se situer entre 2,5 et 3% de progression de la dépense de santé chaque année. Et ce 2,5 et 3% ne permet pas, en réalité, de couvrir ce qu'est la dépense tendancielle, la progression tendancielle de la dépense de santé annuelle qui se situe plutôt autour de 4 à 5%. La progression de la dépense, c'est important, ce sont des choses évidentes, mais ça croise 3 paramètres. Le volume de soins, la progression de la demande de soins, l'évolution des prix et l'évolution du taux de remboursement. C'est assez simple et c'est bien de distinguer ces 3 facteurs, parce qu'on va les retrouver ensuite dans les modalités de régulation qui permettent d'essayer d'assurer la viabilité. Et quand vous avez une progression qu'on appelle tendancielle dans le jargon du PLFSS, qui est à 4-5%,
et que vous vous fixez un ONDAM à 2,3, ben, vous avez besoin, chaque année, d'aller chercher l'équivalent de 1 ou 2 points de progression d'ONDAM. Alors, il y a 3 manières de le faire. Et jusqu'à présent, les volumes, les prix, le taux de remboursement, le levier qui a été le plus fortement sollicité, c'est les prix. Du côté de la ville, c'était des revalorisations qui étaient de plus en plus lointaines. Et il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai été directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, donc j'ai fait beaucoup de négociations, donc je vois à peu près le sujet. Et du côté des hôpitaux, ça a été, là pour le coup, un mode de régulation beaucoup plus dur, qui a été de baisser les tarifs hospitaliers chaque année, pour faire en sorte que, quand la progression du volume des soins attendus l'année suivante était attendue à 3%, et qu'on ne voulait pas que ça dépasse 2, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les prix de 1. Ce qui a été pendant des années le mode de régulation pour essayer de maîtriser cette progression de l'ONDAM. Et cette régulation-là n'a pas été pour rien, au fil des années, 2007, 2017, dans une forme d'épuisement du système, parce que quand vous baissez les tarifs chaque année dans les hôpitaux, vous obligez les établissements à serrer, réduire les effectifs. Vous connaissez ça par cœur, je pense que vous êtes bien placé pour l'avoir éprouvé. Et ça n'est pas sans, entre guillemets, lien avec ce que je disais d'un exercice hospitalier ou l'exercice des professions de santé qui peut à un moment donné décourager et conduire certains, au bout d'un moment, à partir et faire autrement. Les déremboursements, c'est le deuxième paramètre. Quand je vous ai dit on est à 80% de prise en charge par la sécurité sociale, et que vous regardez comment ce taux a évolué sur longue période, en fait, il est stable. Et donc, on pourrait se dire que finalement, il n'y a pas eu vraiment de déremboursement depuis X années. C'est faux. Parce qu'en fait, il est stable par un effet de trompe-l'œil, qui est que nous avons de plus en plus de personnes en ALD prises en charge à 100%, et que donc, du coup, ayant de plus en plus de personnes prises en charge à 100%, cela masque le fait que pour ceux qui ne sont pas en ALD, il y a eu, en effet, au fil des années, des déremboursements qui ont eu lieu et qui, quelque part, sont souvent la contrepartie d'un système déficitaire. Et là, vous l'avez noté, parce que c'est compliqué de jouer sur les prix en post-Covid, bah, la tentation vient de pouvoir jouer sur les taux de remboursement. Ça a été les participations et franchises il y a 1 an. Et vous avez noté, je pense, que dans le PLFSS, il est question d'augmenter le ticket modérateur sur les consultations de ville. Et ça, c'est un élément nouveau, mais qui montre bien que la régulation ne passe plus par les prix, en tout cas, on verra combien de temps, cherche à passer par les taux de prise en charge, sachant qu'il reste évidemment les volumes de soins, j'y reviendrai. C'est impossible de rationner l'accès aux soins. Et comme on n'arrive pas bien à se saisir de ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas beaucoup. Je pense que c'est une erreur et c'est l'idée que je développerai dans la fin de mon propos. Donc on voit bien que passer par les baisses de prix, ça va être quand même difficile d'y revenir. On peut avoir dans le PLFSS 25 des tarifs T2A qui vont être pas loin d'être proches du négatif. Vous allez voir que si ça a lieu, il y aura, je pense, une réaction assez vive dans les établissements qui fait qu'on voit bien que ce n'est pas évident de s'inscrire dans les prochaines années en disant on va refaire comme dans les années 2007-2017 en refaisant des gains de productivité sur l'hôpital. Je ne le sens pas vraiment. Quant au taux de dérembourser les soins, on peut le faire une année, mais comme il faut refaire l'exercice chaque année, dérembourser les soins chaque année, on atteint quand même très vite une limite politique. Donc nous avons ainsi une forme d'épuisement un peu des instruments de régulation. Et on pourrait se dire, bon voilà, comme ça, mais comment on se projette dans l'avenir? Parce que c'est un sujet de préoccupation à court terme, mais malheureusement, cette tension entre les besoins et les ressources humaines dont j'évoquais dans mon premier temps et financières et économiques dans un deuxième temps, vont malheureusement s'acutiser dans les prochaines décennies. D'une part parce que, vous le savez, le tendanciel de dépenses va être de plus en plus dynamique avec le vieillissement de la population et une croissance des pathologies chroniques qui ne cesse d'augmenter.
Deuxièmement, parce que je reviens à ce sujet de la ressource médicale et soignante, mais on voit bien que cette fragilité est quand même un facteur ou un phénomène qui va durer et même potentiellement s'aggraver avec des enjeux de temps de travail, d'appétence pour la permanence des soins, les nuits, les week-ends, les spécialités à garde, la couverture territoriale qui est là pour durer. Et enfin, parce qu'on pourrait se dire que si on a une démographie galopante, des besoins de santé galopants, besoin d'avoir plus de monde sur le terrain au regard de ce que seront l'intensité du travail ou la productivité, je dis ce terme des professionnels, il suffit d'en mettre plus et de payer davantage, et que c'est une question finalement, ça va coûter cher, il suffit de payer. Moi, ma conviction, c'est que dans les temps à venir, il n'y aura pas de miracle financier. En termes de desserrement de la contrainte, on a un niveau de déficit élevé, de prélèvements obligatoires élevé, un endettement très élevé, et je pense que dans les temps à venir, les dépenses de santé progresseront chaque année, mais progresseront à peu près comme la croissance, et ne pourront pas progresser 2 fois plus vite que la croissance. Donc ça crée un environnement de contrainte qui nous met dans une sorte d'effet de ciseau ou d'effet de tension qui un peu explique mon propos introductif, et nous n'avons pas, en réalité, à date, trouvé les instruments de régulation, les voies de passage pour concilier ces contraintes, ces objectifs. On voit bien ce que peuvent être les mauvaises solutions, réguler les prix chaque année, baisser les remboursements. On voit moins bien, du coup, faute de faire ça, comment sortir de cette nasse. Voilà. Alors, malgré tout, je vais essayer d'esquisser pour conclure, quelques pistes. Moi, je vois 2 grands sujets, 2 grands enjeux. Le premier, pour revenir à la question de la pression quelque part démographique au sens de la ressource humaine en soins, je vais poser une conviction, parce que quand on essaie de construire une politique, il faut essayer de caler un objectif central et socle. Et je pense que face à ce panorama que j'ai dressé, moi, ma conviction socle, c'est que ce que nous devons absolument réussir à sanctuariser, c'est l'idée que nous avons besoin de professionnels de santé qui soient non seulement en nombre, mais qui soient quelque part heureux de l'être, voulant rester dans leur exercice professionnel, et dont précisément les conditions d'exercice leur permettent d'envisager de rester. Voilà. Et ça, c'est à mes yeux, quand on essaie de réfléchir à quelle stratégie à venir pour nos systèmes de santé, je pense que ça doit être l'objectif cardinal, l'objectif autour duquel on doit bâtir le reste de la stratégie. Et d'une certaine manière, ayant pris mes responsabilités de directeur général de la PHP il y a 2 ans, dans un moment où il y avait un très gros trou d'air, je porte cette conviction, ce d'autant plus que je l'ai placé au cœur de mes objectifs à la tête de la PHP, qui est d'essayer de recréer de l'attractivité et de la fidélisation des professionnels à la paix, parce que je pense qu'un système de santé qui n'a pas une force soignante et médicale présente, et par définition, là pour le coup, ne peut plus garantir la qualité des soins et encore moins l'accessibilité. Alors je ne vais pas développer plus, mais je veux juste le situer comme étant au frontispice du reste. J'ajoute que pour y arriver, ce n'est pas pour moi d'abord un sujet de nombre. On a besoin de plus de médecins parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de départs à la retraite. Mais je fais une petite parenthèse, peut-être un aparté. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on ait besoin de former dans les années à venir 12 000, 14 000, 16 000 médecins supplémentaires, comme je l'ai entendu. D'abord parce qu'ils sortiront dans 10-12 ans, alors même que dans 10-12 ans, la vague des départs à la retraite sera derrière nous. Et que quelque part, comme je le disais, le sujet, ce n'est pas d'avoir 12 000, 14 000, 16 000, que sais-je, ou 20 000. Ce qui compte, c'est d'avoir d'abord des médecins bien formés et qui ont envie de rester dans la médecine et qui, par ailleurs, et ça, je ne sais pas comment on peut y arriver, exercent dans les spécialités où on a des besoins, qui ne sont pas forcément d'être en secteur 2, en dermato, dans des grandes villes, mais on voit bien qu'on a beaucoup de spécialités sur lesquelles c'est plus difficile d'attirer et dans des exercices professionnels qui soient notamment hospitaliers. Deuxième grande conviction, je pense que pour passer les 10 prochaines années,
nous allons devoir avancer sur deux sujets que sont la délégation de tâches et de compétences et la pratique avancée. Nous avons commencé à y aller, mais je pense que nous sommes encore très loin du compte et qu'il y a aussi bien dans l'exercice hospitalier que libéral en ville des marges, entre guillemets, qui sont très importantes ou un potentiel extrêmement important. Et c'est ça qui, je pense, très largement nous sauvera dans les prochaines années. La deuxième grande conviction, qui cette fois-ci passe des sujets RH aux sujets financiers, c'est que, comme vous l'avez compris, les prix, je pense que c'est très compliqué d'essayer de stranguler la progression des dépenses en baissant les prix chaque année. Dérembourser, je pense que c'est évidemment une impasse. C'est de l'impôt déguisé via les primes des complémentaires et c'est un problème d'accès aux soins. Et donc, il reste finalement le déterminant autour duquel, dont on n'a jamais su se saisir véritablement, c'est de voir comment on peut freiner le besoin de santé, la demande de santé. Alors, ça peut paraître étrange de vouloir le prendre ainsi, évidemment pas dans une logique de rationnement comptable, ce serait inacceptable, mais tout simplement en essayant de travailler sur ce que sont les déterminants de cette demande de soins. Et le fait est que si j'ai évoqué au début le fait qu'on avait un super système de santé en termes de soins, en fait, je pense qu'en France, on est très bon dans le soin aigu, et on soigne très bien à l'hôpital, quand on est hospitalisé, tout se passe très très bien. Je pense que notre faiblesse, c'est que nous ne sommes pas au même niveau sur des enjeux de prévention, primaire bien sûr, mais surtout secondaire et tertiaire. On a une qualité technique et humaine des soins dispensés qui est excellente, mais la qualité des parcours de soins, de nos 25 millions de patients chroniques qui seront bientôt 30 millions dans quelques années, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Parce que tout simplement, notre système de santé n'a jamais été organisé autour de ça. La qualité des soins, c'est à mes yeux, bien sûr, la qualité de l'acte professionnel, clinique, diagnostique, technique qui est réalisé, mais c'est beaucoup la qualité de la coordination des soins. C'est beaucoup souvent autour de cet enjeu que les choses se jouent dans une prise en charge au long cours. C'est un sujet de coordination, c'est un sujet d'anticipation en termes de dépistage et de diagnostic, c'est un sujet de suivi au long cours des malades, et c'est un sujet de réactivité en cas de dégradation. Et à mes yeux, c'est vraiment sur cet axe stratégique qu'il faut d'abord avancer, jouer sur ces deux leviers de la qualité et de la prévention qui, finalement, d'un point de vue économique, me paraissent être les plus légitimes et les plus efficaces pour précisément modérer de manière un peu naturelle la demande de soins. Alors, je sais que quand on parle de qualité ou de prévention, on se dit « mais ça, on en parle depuis très longtemps, on fait des colloques depuis des années là-dessus ». Mais je pense que la viabilité de notre système, elle passera par notre capacité de passer des paroles ou des discours aux actes. On a comme, je vous le disais, 25 millions de patients chroniques dans notre pays. Qui les suit pour de vrai? Avec quels outils de suivi ou de télésurveillance? Avec quels moyens pour les dépister plus tôt? Quelle capacité de les appeler de manière proactive pour vérifier le suivi de leur traitement? Quelle réactivité en cas de paramètres inquiétants? Quelle capacité ensuite d'élargir le suivi à toutes les dimensions psychologiques, nutritionnelles, activité physique? Alors je ne dis pas qu'il ne se passe rien, il y a des médecins généralistes qui font tout ce qu'ils peuvent. On a des services de spécialité dans les hôpitaux qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, mais on reste quand même dans un système qui n'est pas optimal pour deux raisons. Un, il est cloisonné dans l'espace, c'est qu'on a quand même une absence d'organisation conjointe entre la ville et l'hôpital. Et il est surtout, je dirais, cloisonné dans le temps au sens où chaque acteur est financé pour ses interventions ponctuelles. Aucun acteur n'a aujourd'hui un financement qui porte sur la prise en charge au long cours générale d'un patient dans la durée. Alors, encore une fois, je redis, ça peut paraître relever de l'évidence ou une forme d'angélisme, mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les pays scandinaves, qu'est-ce qui se passe dans les pays du Benelux, on voit bien que ces sujets-là sont pris beaucoup plus et qu'ayant réussi à modérer précisément par ce bon levier-là, on utilise beaucoup moins les mauvais.
Alors, pour y arriver, ma conviction est également que les centres hospitaliers, les hôpitaux, les services hospitaliers de spécialité auront et peuvent avoir un rôle clé dans ce virage qui est plus qu'un virage ambulatoire, qui est quelque part un virage du domicile, au sens où c'est du suivi hors les murs, et pas uniquement à l'occasion d'une consultation externe ou d'une hospitalisation de jour, comme on peut en pratiquer régulièrement dans nos hôpitaux. Je pense que nos hôpitaux disposent pour cela de l'atout d'avoir des services de spécialité qui suivent ces patients chroniques, d'avoir une organisation, une capacité de pouvoir armer plusieurs compétences, des outils numériques pour le faire, et évidemment, positionnant l'hôpital comme pouvant être un acteur de référence, il faut évidemment prendre soin de ne pas mettre à l'écart la ville et des organisations qui émergent encore sur les territoires, mais qui ne sont pas encore à ce stade mature. Je pense que pour y réussir, il nous faut un cadre financier. Nous n'avons pas ce cadre financier. Et ma réflexion est de dire que quand j'entends parler des réformes du financement et des travaux qui sont menés sur la réforme du financement du système de santé, moi je plaide le fait que l'urgence n'est pas, comme je l'entends souvent, de sortir de la T2A à l'hôpital. La T2A a plein d'inconvénients, et on peut en discuter de manière parfaitement légitime. Mais sortir de la T2A, c'est très compliqué. Et chaque fois que le gouvernement se lance dans une réforme pour essayer de substituer à la T2A autre chose, ça prend des années, on n'y arrive jamais très bien, et on aboutit assez peu. De même que vouloir sortir la ville du paiement à l'acte est sûrement une bonne idée, mais c'est par ailleurs, pour avoir regardé ce sujet de près, extrêmement compliqué, difficile d'embarquer les acteurs. Et donc je pense que la priorité des priorités dans les prochaines années, ce n'est pas d'y passer 5 à 10 ans à patauger sur des sorties de T2A ou de paiement à l'acte, c'est d'essayer d'investir sur la mise en place de financement sur ce qui aujourd'hui n'est pas financé. Et aujourd'hui, quand un service hospitalier veut suivre au long cours des patients qui ne sont pas nécessairement dans leur mur, eh ben, il n'y a pas de financement pour ça. Et je pense que c'est objectivement ce qui serait le plus efficace et que nous avons absolument besoin d'avancer dans les prochains temps. Il y a des articles 51, pour ceux qui connaissent l'article 51. Il y en a quelques-uns un peu partout, une centaine, mais ça reste des micro-expérimentations et toute l'idée, avec des choses très intéressantes, et tout l'enjeu des prochaines années, ce sera de se dire, on ne va pas faire 1 milliard d'articles 51, il faut qu'on arrive à partir de ce qu'on a vu être des articles 51 probants parce que évalués, les articles 51 sont évalués, ben comment à partir de ce qu'on a fait par exemple à l'AP sur l'insuffisance cardiaque sévère, on modélise quelque chose qu'on peut appliquer à du suivi en diabéto, en digestif, en tout ce que vous voulez, en cardio, et on voit bien sur tous les champs de pathologie chronique un modèle d'organisation, de soins et de financement qui permet d'être beaucoup plus efficace dans le suivi des patients chroniques, parce que c'est là qu'on sera capable, beaucoup plus qu'on l'est aujourd'hui, d'aller chercher de l'efficacité thérapeutique. Ma dernière, conviction, c'est que si le deal, c'est de se dire on va modérer la dépense parce que finalement on va limiter les épisodes aigus et les hospitalisations, il faut évidemment sécuriser les établissements hospitaliers sur le fait qu'on va leur demander de faire plus dans la prévention tertiaire, mais ils auront moins de recettes sur l'hospitalisation conventionnelle. Il faut évidemment pouvoir avoir un modèle qui équilibre tout cela pour qu'on ne se scie pas la branche sur laquelle nous sommes assis. Mais ça se gère, ça se prévoit et ça s'organise. Voilà, je termine pour vous dire que, à mon sens, pour faire tout cela, il faut une ligne stratégique, il faut un peu de temps, mais ça ne prend pas tant de temps que cela. Je pense que c'est une évolution des organisations qui prend 2-3 ans. Il faut mettre un peu d'argent parce qu'il faut financer ce qui aujourd'hui n'est pas couvert, mais ça ne coûte pas si cher que cela, parce que ça n'est pas hyper intensif en soins, en équipement, en infrastructure. Et ma conviction, c'est que ça rapporte en fait assez vite et pas 10 ans plus tard. Il faut par ailleurs, évidemment, avoir, au-delà d'une volonté politique, une approche quand même un peu militaire des choses, et de faire en sorte que le système de santé pivote vraiment et bouge dans ces organisations et ce ne soit pas laissé à la seule initiative des acteurs. Voilà. Donc oui, comme je vous l'ai dit d'emblée, notre système de santé aujourd'hui est en péril.
la situation des hôpitaux aujourd'hui à date, pour qu'on s'en rende compte, nous sommes en 2024, 4 années après une séquence 2019-2020 où il y a eu successivement une reprise de dette de 10 milliards, un Ségur de la santé de 14 milliards et un Ségur de l'investissement de 10 milliards supplémentaires en subventions d'investissement. Donc c'était enfin le moment où la nation a dit on va venir en soutien de l'hôpital public. C'était il y a 4 ans. Nous sommes en 2020. En 2020, le déficit des hôpitaux, de tous les hôpitaux de France, était de 200 millions d'euros. En 2024, il va sortir à le déficit 2 milliards d'euros. Donc il y a le déficit de la branche maladie, il y a le déficit des hôpitaux en plus. Pourquoi? Parce que sous-activité, une inflation non compensée et des revalorisations salariales non compensées intégralement. Donc vous voyez bien que quand je dis que le système actuel est-il en péril, nous ne sommes pas particulièrement sereins en ce moment. Mais je reste résolument optimiste parce que je pense que la nation ne laissera pas tomber ses hôpitaux publics et que donc il va y avoir dans les prochains mois, et j'y travaille, une remise en situation et en capacité d'avancer pour les hôpitaux publics. Et je pense que par ailleurs, voilà, le mur épidémio-démographique qui est devant nous est là. La régulation par les prix et par les remboursements est une impasse. Même si on peut discuter des prix des médicaments innovants, on peut discuter de certaines niches ou effets de rente dans certaines spécialités médicales qui existent objectivement, mais ça n'est pas la solution. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer en France, enfin, d'essayer d'organiser le système, de développer des prises en charge qui mettent la qualité et la prévention au cœur, mais pas parce que nous serions mauvais en clinique, simplement en ayant des organisations qui s'adaptent à ce qu'est l'enjeu des pathologies chroniques dans les temps à venir. Voilà, Monsieur le doyen, le sens de ma réponse. Merci à tous. Alors, merci beaucoup, Monsieur Revel, pour cette présentation brillante et extrêmement claire, sans diaporama, ce que je trouve remarquable. On a bien compris. Alors, en tant que doyenne, quand on entend vos propos, ça résonne avec beaucoup de choses. Quand vous parlez prévention, quand vous parlez coopération interprofessionnelle, moi j'entends développement d'actions de prévention à travers les actions facultaires. J'entends développement de l'interprofessionnalité qui est inscrite dans nos objectifs facultaires. Vous avez parlé des coopérations avec les paramédicaux, il y a aussi le sujet des professions intermédiaires. Donc c'est des sujets extrêmement actuels et sur lesquels, en tant que doyenne, et je pense qu'il y a pas mal de doyens dans la salle, on est assez content de vous entendre parler sur ces termes-là. Je suppose qu'il y a énormément de questions dans la salle. Ils n'ont pas l'air de se précipiter. C'est pas super facile de lever la main. Moi, je veux bien en poser une, si vous voulez, en attendant que les questions arrivent. Vous avez évoqué les sujets organisationnels comme étant une des pistes que vous évoquez pour éviter de continuer à aller vers le pire. Vous n'avez pas du tout évoqué la question de l'organisation des soins au sens de l'organisation territoriale. Actuellement, est-ce que pour vous, il y a des clés dans ces éléments organisationnels-là qui sont plutôt géographiques qu'interprofessionnels? Est-ce que vous avez des réflexions sur ce sujet-là? Encore une fois, je pense qu'on a... Il y a plusieurs entrées dans votre question. C'est que j'ai fait une réponse en deux temps. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'organisation des soins dans les territoires, à la fois du côté de la ville et dans une capacité de lien entre la ville et les établissements sanitaires et médico-sociaux. C'est pour ceux qui connaissent cet acronyme le rôle des CPTS, qui constitue pour moi la première vraie structure permettant d'organiser le dialogue, enfin à la fois la coordination des soins entre libéraux dans un territoire et être un lieu de dialogue efficace entre les établissements et le monde de la ville. Les CPTS existent depuis 3-4 ans. Je pense que c'est un progrès, mais je pense que tout ceci va être très long et va être à géométrie variable. Et donc je pense que c'est un progrès, mais qui ne va pas permettre pour les hôpitaux de s'appuyer de manière industrielle sur ces structures-là. Mais encore une fois, c'est un progrès. Pour le reste,
si on prend le sujet sous l'angle plus établissement et hospitalier, je pense qu'une des manières probablement de faire avancer le système, et je ne l'ai pas dit en effet, parce que malheureusement je pense que ça n'arrivera pas, c'est d'assumer une plus forte gradation des soins au sein des territoires. On a objectivement en France beaucoup trop d'établissements hospitaliers qui font de la chirurgie, de l'obstétrique ou de la médecine spécialisée. Et on est totalement décalé par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a eu, au début, en 2017-2018, une amorce de réflexion pour dire qu'il faut créer des hôpitaux de proximité qui assument d'être sûrs de la médecine gériatrique et de SMR, et essayer d'aller un peu plus loin sur le fait de graduer, c'est-à-dire de concentrer un peu plus les forces cliniques et techniques dans des ensembles qui peuvent, je veux dire, tourner en termes de ressources médicales, parce que ce n'est pas qu'un sujet d'optimisation financière, c'est surtout un sujet d'avoir le manpower médical pour le faire. Si je l'évoque là et que je ne l'ai pas évoqué dans mon propos, c'est parce que je ne crois pas 2 secondes que ce sujet va progresser dans les prochaines années. Voilà. Je ne crois pas que post-gilet jaune, il y aura en France une volonté de pouvoir travailler sur l'organisation des soins dans les territoires. Voilà. Je suis très avec vous. J'espère que ça viendra un jour, qu'on saura le faire bien. Mais pour le faire bien, il faut faire de la pédagogie. Aujourd'hui, nos concitoyens n'ont pas compris le fait que garder dans une petite ville, une petite structure qui fait pas beaucoup d'opérations, pas beaucoup d'accouchements par an, c'est une mauvaise idée et ça n'est pas un gage de sécurité des soins. Et qu'il vaut mieux faire quelques kilomètres dans des conditions qu'il faut peut-être améliorer, soit par des hôtels hospitaliers, soit par des transports aériens, pour pouvoir à un moment donné accéder à des plateaux techniques. Les Français n'ont pas compris ça. Ils ont compris l'enjeu du domicile pour les sujets de vieillissement. Ils sont d'accord avec cette idée-là, mais ils ne sont pas d'accord avec l'idée que c'est mieux de se faire soigner dans des gros hôpitaux que dans des petits. Ils n'ont pas compris ça. Et donc, tant qu'on n'aura pas su le faire comprendre, je pense que le politique n'arrivera pas à bouger là-dessus. Merci beaucoup. Présentez-vous. Merci beaucoup, Marie Essig. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille à l'assistance publique et je me suis réjouie de ce que j'ai entendu là. Je travaille dans un projet sur la maladie rénale chronique, donc on est vraiment dans le cœur de cette thématique. En fait, la question, c'est que, bon, dans l'expérience que j'ai, qui est très, très personnelle, on essaye de développer une approche telle que vous la proposez, mais on est confronté à un financement qui est temporaire, expérimental, et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas et que dans plein d'endroits en France, chacun a eu son financement par son ARS, son projet 51, sa CPTS, ceci, cela. On voit bien qu'on partage tous des expériences, qu'on essaye des choses qui sont exactement dans le sens que vous allez, mais finalement, on bute et puis à un moment, on s'arrête au bout de 2 ans, on passe 1 an de plus à essayer de trouver et puis finalement, on n'avance pas. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait finalement avancer, rassembler nos forces pour passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire de discussions stratégiques. Votre expérience, bon, voilà, comment est-ce qu'on peut faire remonter et rassembler ensemble, encore une fois, j'ai ma petite expérience, mais je suis sûre qu'il y en a plein, pour passer à cet échelon de financement, cette réflexion. Moi, les questions que j'ai vues aborder là, c'est simplement, bon, il y a des forfaits qui sont donnés, mais la répartition entre des structures, est-ce que tout va à l'assistance publique? Je pense que les autres hôpitaux qui participent vont dire et moi, et moi, et moi. Les médecins généralistes disent et moi. Comment est-ce qu'on fait? Or, à chaque fois, dans notre système très en silo, on bloque et puis on n'a pas les bons interlocuteurs. Donc, est-ce que vous avez une proposition, une stratégie qu'on pourrait monter? Je suis partante, bien entendu. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de chance, puisque je suis à l'endroit où vous êtes, mais sans, au-delà de ce côté un petit peu blague, je pense qu'il y a une vraie problématique aussi de pouvoir, comment est-ce qu'on peut faire passer ça dans les échelons de réflexion plus stratégiques. Je me pose tous les jours cette question, en fait, parce que c'est évidemment la question de savoir comment on passe de micro-expérimentation à coup de FIR ou à coup d'article 51 à quelque chose qui permette de passer à une échelle
et de pouvoir avoir un impact macro sur une équation générale. Donc vous avez compris qu'elle ne se réglera pas parce qu'on va avoir 4 ou 5 expérimentations intéressantes ici ou là. Il faut qu'on arrive à faire bouger le système dans la manière dont on prend en charge les patients chroniques de manière beaucoup plus globale et sur beaucoup de champs de pathologie, et donc pas uniquement avec des micro-expérimentations ici ou là, même augmenter à l'échelle de l'AP ou de plusieurs services de l'AP. Tout l'enjeu, c'est de réussir à faire basculer la réflexion collective du politique, de comment on sort de la T2A à comment on investit économiquement le sujet du suivi des patients chroniques, et qu'on va chercher de la valeur thérapeutique en mettant en place des nouveaux modes de rémunération, quelque part sur le hors les murs, quelque part, et sur la longue durée. Bon. Alors, après, c'est une question qui renvoie à la question de savoir si on a, à un moment donné, je vais dire les choses, des autorités politiques qui attrapent ce sujet, ont envie d'avancer avec un peu de durée devant eux, un peu de détermination. Et je suis malheureusement pas tellement capable de répondre aujourd'hui, puisque comme vous comptez les ministres de la Santé comme moi, et donc on n'a pas tellement le temps de les entreprendre de ce sujet-là qu'ils partent. Voilà. Et donc moi, ma préoccupation, et je vais le faire d'ailleurs très vite, puisque ce que je vous dis, l'écrivant et la PHP va le proposer, au-delà de ce propos que je vous fais aujourd'hui, c'est que ça va être une proposition institutionnelle, et on va essayer d'entraîner derrière nous. Et voilà, mais ça suppose juste de convaincre et que les pouvoirs publics, les autorités décident d'aller dans cette direction, en ayant compris que c'est la seule possible si on veut à un moment donné sortir de cette nasse qui est, à mes yeux, assez évidente quand on regarde l'évolution des choses et l'épuisement des outils et des leviers de régulation qu'on connaît déjà, mais qui seront... croire qu'on va pouvoir baisser les tarifs de la T2A dans les 10 prochaines années n'existe pas. Croire qu'on va pouvoir dérembourser les soins n'existe pas. Et croire qu'on va pouvoir du coup faire des ondames à 5-6% n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on essaye d'attraper le sujet par le bon bout et qu'on organise le système pour qu'il soit capable de le faire. Alors après, oui, il y aura des sujets, hôpitaux, grands hôpitaux, la ville. Il faudra être un peu habile, ne pas donner le sentiment qu'on veut tout faire tout seul et être dans une approche avec les CPTS et les médecins de ville capables de jouer avec nous, qui soient de les embarquer quand on pourra. Il faudra travailler à des modes de financement qui ne soient pas trop compliqués. Et donc, il faut réussir, à partir de quelques articles 51, à modéliser quelque chose, quitte à l'ajuster à le piloter pour l'augmenter ou le réduire si on pense qu'à un moment donné, c'est un peu trop ou pas assez. Enfin, il y a un moment donné, il faut mettre du pragmatisme et prendre un peu des risques dans cette affaire. Voilà. Mais je ne vous signe pas que c'est fait à la fin de l'année. Hein. Et on va, nous, essayer vraiment de marteler ce message dans les prochains temps. Voilà. On va devoir s'arrêter là. Exactement, voilà. Merci Philippe. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais il va nous manquer une communication, c'est sûrement malheureusement, puisque je vous prie d'excuser l'absence du professeur Yasmine Belkaïd, la directrice générale de l'Institut Pasteur, qui est souffrante et qui vient de nous prévenir que malheureusement, elle ne pourrait pas être parmi nous. Par contre, ça va, je pense, nous permettre de rester à peu près dans les temps pour terminer notre journée. Et donc, la dernière communication de cette session, mais je vous rappelle que nous terminerons par une conférence, est celle du professeur Carole Burillon, qui va nous parler d'EPADU. Merci. Donc, l'EPADU, quel statut, quelle sélection? Il faut savoir remettre l'EPADU dans l'ensemble des médecins à diplôme étranger en France. Et ils sont 31 000 pratiquement en janvier 2024. Ils ont doublé par rapport à 2010. Et ils représentent quand même, ces médecins à diplôme étranger, 13% du corps médical en France, ce qui est évidemment pas du tout négligeable. On est actuellement 237 300 actifs inscrits à l'ordre des médecins. Ils représentent 21% des chirurgiens, toutes chirurgies confondues. Ils représentent 6,1% des médecins généralistes installés en France. Parmi ces médecins à diplôme étranger, il y a une petite partie qui sont les médecins à diplôme européen. 13 000,
dont 43% viennent de Roumanie, 15% d'Italie, 15% de Belgique. Ce sont aussi, parmi eux, beaucoup nos petits Français qui sont allés faire leurs études en Roumanie ou en Belgique et qui reviennent après parce qu'ils veulent travailler dans leur pays. Ces médecins à diplôme européen, ils ont quand même l'obligation de passer devant une commission d'autorisation d'exercice qui va évaluer la qualité de leur parler en français, qui posera peu de problèmes pour nos Français, un petit peu pour les Italiens, mais vraiment pas grand-chose, et pas du tout pour les Belges, évidemment, un peu pour les Roumains. On va vérifier que les activités qu'ils ont apprises sont en rapport avec le DES de notre spécialité. Et puis, est-ce qu'ils connaissent les textes de loi françaises concernant la pratique de la médecine, concernant la rédaction de certificats médicaux, les arrêts de travail, etc. En ce qui concerne les PADU, ce sont les autres donc, médecins à diplômer hors Union européenne. 17 619 en janvier 2024. Et vous voyez comment ils se répartissent parmi les différentes spécialités, principalement donc 19% médecins généralistes, 17% chirurgiens, toutes chirurgies confondues, même les surspécialités chirurgicales, médico-chirurgicales, etc. Autour de 8% pour psychiatres, anesthésie, réa, autour de 6% pédiatres, radiologues, puis après gériatres, cardiologues. Et puis après, bien sûr, toutes les spécialités sont représentées, mais avec des pourcentages nettement inférieurs. D'où viennent-ils? Principalement d'Afrique du Nord. Algérie, 37%, 12,5% Tunisie et 7,9% pour le Maroc. Puis après, un petit peu Syrie, Liban, un petit peu Madagascar, un peu de Fédération de Russie, puis après beaucoup moins. Quand même, on a 6% en tout d'Afrique noire. Sénégal, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Congo. Et où sont-ils installés en France? Eh bien, la grande majorité est en Île-de-France. Et puis après, un petit peu en Nora et en Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie, et on décline PACA, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, pour autour de 5%. Et là où il y en a le moins, eh bien, c'est en Bretagne, et puis encore moins en Corse. En fait, quand on gratte un peu l'endroit de leur installation, on se rend compte que ce n'est pas dans Paris qu'ils sont installés, que ce n'est pas dans les grandes métropoles de chaque région. Non, c'est dans les territoires très ruraux, du nord, du nord-est, autour du bassin parisien, et puis dans les départements du centre, comme la Côte d'Or, la Nièvre. Et il y a également une progression très importante du nombre de médecins en Guyane et en Mayotte. Ils sont 407 en Guyane et 82 en Mayotte, plus 400% de ces médecins PADU entre 2010 et 2024. Ils sont embauchés comme praticiens associés dans les centres hospitaliers ou dans des centres de soins. Et dans ces zones fragiles, il est bien évident que l'offre de soins repose beaucoup sur ces médecins qui n'ont pas de diplôme en France. Donc c'est impossible de ne pas essayer de trouver une solution pour ces médecins. Quelle sélection va-t-on réaliser? Eh bien, on va leur réaliser une sélection qui doit être très rigoureuse, sachant qu'une fois qu'ils sont reconnus médecins inscrits à l'ordre des médecins français, eh bien, très souvent, et je n'ai pas de chiffres, mais je le vois très bien, nombreux sont ceux qui quittent le centre hospitalier où ils étaient depuis plusieurs années pour s'installer en libéral, pour se mettre en secteur 2, et pour réaliser tous les actes autorisés par nos DES français, même si, peut-être, au départ, ils n'étaient pas très bons dans tel ou tel acte. Donc il faut faire très attention, et notre sélection doit être très rigoureuse pour leur donner cette autorisation. Alors, on a une procédure d'autorisation d'exercice qui s'appelle la PAE, qui commence par la reconnaissance des diplômes, diplômes de médecin et diplômes de spécialiste. Attention, beaucoup de faux diplômes circulent. C'est très facile de faire un faux diplôme. Alors, le CNG a bien le nez pour les reconnaître et s'informe auprès des universités de ces différents pays, mais parfois, on peut se tromper. Deuxième chose, on vérifie qu'ils ont au moins le niveau B2 de la connaissance de la langue française. Et il y en a qui ne l'ont pas. Ils sont loin, même en étant installés en France depuis quelques années. Et puis, troisième élément, on va leur faire passer les épreuves de vérification des connaissances, qui sont des évaluations de leurs aptitudes à exercer selon les standards de connaissances et de compétences français. Alors, les EVC, on va ouvrir chaque année un nombre de postes par spécialité
qui va être déterminé par un arrêté. C'est le ministère de la Santé, avec le CNG, bien sûr, qui va déterminer ce nombre de postes en fonction des besoins. On demandera aux candidats de ne s'inscrire que dans une seule ARS, évidemment une seule spécialité. C'est plus difficile d'aller dans plusieurs spécialités, mais souvent ils s'inscrivaient dans plusieurs ARS à la fois. Ils vont avoir une épreuve de connaissances pratiques et une épreuve de connaissances fondamentales, 2 heures chacune, et puis il y aura un jury national par spécialité qui après va établir la liste des candidats reçus, sachant que s'ils ont en dessous de 6 sur 20, ils sont d'emblée éliminés, heureusement, mais parfois, même lorsqu'ils ont 10 ou 11 sur 20, ils ne vont pas être admis pour la bonne raison que le nombre de postes établis dans la spécialité en question ne permet pas de descendre en dessous de 12 sur 20, par exemple, aux EVC. Voilà les spécialités actuellement identifiées comme prioritaires par le ministère de la Santé. Alors, quelques chiffres. En 2023, on a ouvert 2703 places aux EVC sur 8792 candidats. Mais seulement 1408 dossiers ont été reçus. 1408 candidats ont eu une note, bien sûr au-delà de la moyenne, satisfaisante et rentrant dans les besoins définis par le ministère au départ. Pour rappel, donc, vous avez les chiffres de 2021 et 2022, 771, 615 reçus chaque année. Et en 2024, le ministère a décidé d'ouvrir encore 1000 places de plus. Pour rappel, avant 2020, il y avait 1000 places par an, c'est tout. Et c'est vrai que cette année, 2024, on a une pression au niveau du ministère pour prendre encore plus de ces médecins PADU qui sont pas encore reconnus par l'ordre des médecins. Et le ministère a décidé donc de créer des innovations marquantes permettant évidemment pour eux de répondre aux besoins croissants en personnel médical et renforcer la qualité des soins sur tout le territoire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé d'augmenter donc les nombres de postes, je vous ai dit, 1000 de plus, c'est énorme, 1000 de plus, et supprimer le rang de classement qui obligeait les candidats à choisir un centre hospitalier en fonction de leur classement. Et là, par contre, avec la loi Valtou, on reconnaît l'engagement territorial de ces professionnels de santé qui vont pouvoir candidater auprès de l'établissement de leur choix. Et en général, c'est auprès de l'établissement dans lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Et les établissements vont auditionner quelques candidats et vont déterminer lequel ils choisissent, donc sur leurs critères à eux. Et après, ils informeront le CNG de l'affectation du médecin. Et ceci doit se faire dans les 6 mois qui suivent le passage des EVC. On ne traîne plus, on se dépêche, et donc les médecins vont être affectés très rapidement. Et si jamais ils ne sont pas affectés dans les 6 mois, les EVC ne seront plus valables. Et puis on a encore une pression ministérielle pour valider les PADU, même s'ils échouent aux EVC. Il y aura une dérogation pour ces médecins qui va permettre la poursuite d'un exercice temporaire dans leur établissement, public ou privé, dans l'attente de repasser les prochaines EVC. Et ils auront un statut à ce moment-là un peu particulier qui s'appelle praticien associé contractuel temporaire. Et la durée d'exercice de ce nouveau contrat sera de 13 mois, mais renouvelable une fois. Donc ils pourront rester encore 26 mois alors qu'ils n'ont pas validé les EVC, ils n'ont pas été reçus. Et la rémunération sera supérieure au FFI, mais un petit peu inférieure aux praticiens associés qu'ils étaient auparavant, sans doute. Et de ce fait, on a quand même actuellement des mouvements importants de ces PADU qui essaient de bouger le ministère pour pouvoir au moins avoir la même rémunération. Dernière chose, dernière pression qu'on a eue également pour valider ces médecins, c'est, en plus de notre procédure de droit commun, donc de PAE, l'obligation de réaliser une régularisation des candidats PADU qui avaient plus de 2 ans temps plein entre 2015 et 2021 et qui n'avaient pas passé les EVC. Ce sont souvent des médecins plus âgés, qui ont 50, 60 ans, qui sont en France depuis plus que 2 ans, certes, qui font leur petit bonhomme de chemin et qui travaillent correctement, bien sûr. Et donc, ça s'appelle la procédure stock. Ce sont des médecins qui ne se sentent pas capables de passer les EVC, parce que repasser les EVC, c'est quelque chose d'académique, de difficile quand même pour eux.
Et de ce fait, on a examiné depuis 2021 2363 dossiers, avec un nombre de commissions importantes chaque année. On a émis 38 avis favorables immédiatement. Ça veut dire qu'on a jugé que seulement 38% de ces médecins, qui travaillent depuis peut-être 5-6 ans sur le sol français, étaient capables d'être reconnus, régularisés et inscrits à l'ordre des médecins. Pas beaucoup quand même, hein, alors qu'ils sont quand même dans nos hôpitaux. Et 50%, on leur a demandé de faire un parcours de consolidation avec, en général, des relations avec le CHU voisin pour pouvoir avoir une vraie évaluation de leurs compétences. Une fois l'obtention des EVC, donc on repart à zéro, on a reconnu le diplôme, on a vu qu'ils parlaient bien français, on a fait les EVC, ils ont passé leurs EVC. Là, de nouveau, on se réunit, le jury, pour déterminer s'ils ont besoin de faire un parcours de consolidation de compétences dans un établissement de santé. Il y en a certains, ils n'en ont pas besoin. Il y en a certains, ils sont déjà dans leur établissement, reconnus par tout le monde, avec des activités qui ressemblent complètement à chaque DES de spécialité en France. Et puis, très souvent, il y en a quand même qui ont besoin de 3 mois de petits parcours de consolidation, histoire qu'on les challenge un peu, jusqu'à 1 an. Donc on leur demande d'être dans un établissement qui reçoit des internes. Alors ça peut être dans leur établissement où ils sont, mais on leur demande à ce moment-là d'aller passer 1 journée ou 2 au CHU voisin pour pouvoir être validés par le chef de service, éventuellement universitaire. Et pour les médecins généralistes, on demande au coordinateur du DES de superviser ces médecins dans un cabinet médical qui accepte des médecins généralistes, donc des MSU. Et une fois ce parcours de consolidation réalisé, on revoit encore le candidat dans le cadre de la PAE et on va évaluer à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que vraiment on leur demande de faire un tableau récapitulatif de tous les actes qu'ils ont faits, opératoires, techniques, consultations, signé bien sûr par le chef de service, par le président de la CME, le coordinateur, des lettres de recommandation. Et donc, à un moment ou à un autre, eh bien, on va décider d'accepter, et c'est l'ordre des médecins, plus le CNG, de valider la formation du médecin et de l'autoriser à exercer en France, comme tous les autres médecins, et ils vont pouvoir s'inscrire à l'ordre des médecins. Voilà. En conclusion, évidemment qu'il y a un intérêt national politique à garder ces médecins PADU en exercice en France en raison des trop nombreux déserts médicaux. Mais il faut valider ces médecins, il faut que cette validation passe par ce circuit de PAE et il ne faut surtout pas y déroger. Il faut garder le niveau d'excellence de notre médecine française. Et dernière chose, attention dans l'avenir, on aura une augmentation assez importante du nombre de médecins. Ils sont en train de se former, mais dans moins de 10 ans, on les a avec nous. Et cette augmentation va faire que les besoins vont diminuer. En plus, cette jeunesse, ces nouveaux médecins plus jeunes ont des envies de s'installer un peu plus loin des grandes villes, des grandes métropoles, et ils sont volontaires pour aller dans des zones un peu moins dotées. Donc, il va falloir ne pas continuer à prendre autant de médecins PADU, valider autant de médecins PADU, parce que cette demande-là, par contre, elle va continuer à augmenter. Donc, prudence et anticipation. Je vous remercie. Merci Carole. Y a-t-il des questions sur ce problème très important des PADU? On voit bien que nécessité fait loi, en fait. C'est un petit peu ça. On te sent assez opposé à cette phase où finalement la validation des acquis n'a pas été obtenue et avec des risques que tu juges importants? Oui. Bah, évidemment, on le sait tous. Hein. Il ne faut pas... bon, après, je ne veux pas dire que les médecins qui ont 50 ans ont des capacités à passer des EVC. Les EVC, ce n'est pas si facile que ça, je peux vous garantir. Donc, ça peut être difficile pour eux et on le comprend. Néanmoins, c'est vrai que cette procédure stock nous a forcés à valider des médecins qui étaient peut-être parfois limites. Voilà. Alors bonjour, Mathieu Lorenzo. Alors moi, je suis médecin généraliste Strasbourg. Donc au département de médecine générale, on est confronté beaucoup à la problématique des PADU. Et alors, je découvre la note
minimale de 6 sur 20 pour les épreuves de validation de connaissances. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il faut qu'au minimum, ces médecins connaissent un tiers des connaissances théoriques du DES. À l'heure où aux EDN, voilà, on est plutôt sur 14 sur 20, etc. Et encore, hein, c'était dans les projets de loi, dans le projet antérieur, on était plutôt au-delà. Je voulais savoir un peu, voilà, au niveau du mécanisme de décision de ce seuil, qui était décisionnaire et quelles étaient les possibles interventions. Voilà. Ouais. En fait, on détermine le nombre de... les besoins. Enfin, on détermine. Le ministère nous impose un nombre de candidats à admettre. C'est tout. Donc, parfois, le dernier, il a 14 sur 20, dans certaines spécialités qui sont très demandées par les PADU. Et puis, d'autres spécialités, il peut descendre à 11 ou 10 sur 20. Ça dépend le nombre de candidats qui a été accepté par l'arrêté. Mais le chiffre de 6 sur 20. Ah, 6 sur 20 bah, 6 sur 20, c'est... En dessous de 6 sur 20, on les élimine tout de suite, quoi. Voilà. En fait, vous descendez assez rarement à 6 sur 20, oui. C'est ce que j'entends, Carole, c'est ça? Si, on descend. Parce que quand je vous ai montré les chiffres tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quand même 2703 places ouvertes, et on n'en a retenu que 1408. Oui, donc vous descendez rarement sur des notes aussi basses, vous les sélectionnez. C'est ça, la réponse c'est ça, c'est qu'en fait... On n'en prend pas de 6 sur 20, hein, ou de 7 sur 20, quasiment jamais. Des notes éliminatoires. Ils sont éliminés d'office, je veux dire. Voilà. Ça rassure les étudiants ici présents que j'ai senti un peu réagir. Oui. Bonjour, Ahmed Maherzi, je suis l'ancien doyen de faculté de médecine de Tunis. C'est vrai qu'en vous entendant, je suis vraiment très triste. C'est vraiment triste de voir autant de médecins étrangers, en particulier du Maghreb, quitter leur pays pour venir exercer. Alors, je ne vais pas rentrer sur le pourquoi et le comment. La seule chose que je vous dis, c'est que ces médecins, souvent jeunes, sont formés gratuitement dans leur pays. Beaucoup d'entre eux, avant d'avoir donné au pays, sont déjà en France en train de servir l'État français. Donc c'est vrai que vous comprenez un peu toute ma tristesse par rapport à ce volet-là. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations, juste une considération par rapport à l'excellence. Il y a une autre façon plutôt que d'avoir beaucoup de bureaucratie pour juger l'excellence, c'est l'accréditation et la qualité de la formation dans les pays. Actuellement, la CIDMEP est en train de mettre en place un processus d'accréditation. Certaines facultés, dont celle du Maghreb, sont déjà accréditées selon des critères internationaux qui témoignent de la qualité. Donc, au lieu plutôt de donner des notes, je pense qu'il vaut mieux se baser sur ces critères d'excellence qui vous permettent un peu de faciliter la procédure. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux te poser une petite question supplémentaire par rapport à la médecine générale? Tu as dit qu'il y avait 19% des 17 800 PADU actuels qui exercent en médecine générale. Comment vous faites pour le parcours de consolidation des compétences, où semble-t-il il y a quelques difficultés pour trouver des stages liés au mode de financement? Est-ce que tu as des pistes sur ce sujet-là? En fait, on les réintroduit dans le DES de médecine générale du CHU, enfin de l'université la plus proche du centre hospitalier où ils sont. Et on demande aux coordinateurs de trouver des terrains de stage, effectivement. Et il y a des régions où c'est pas facile, où ça se passe même pas bien du tout. Je sais, tu as des infos là-dessus. Et d'ailleurs, quelques coordinateurs sont mécontents, furieux, etc. Et font des problèmes pour ces médecins, pour nos parcours de consolidation qu'on demande. Ce qui est un vrai problème. Mais bon, après, on ne peut pas non plus démultiplier les terrains de stage. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous.